on va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la 2e saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce 13e épisode, nous allons parler agroécologie et technologie et voir en quoi la combinaison des deux peut représenter un avenir souhaitable pour l'agriculture. En effet, de nombreux modèles émergent partout en France et dans le monde pour construire l'agriculture de demain. Pour résumer, on a d'un côté la low-tech qui regroupe les technologies et logiques visant une durabilité forte et une certaine résilience collective, et de l'autre, les outils high-tech qui sont, eux, associés à des technologies de pointe comme les robots, la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc. On pourrait penser que ces deux visions de l'innovation viennent s'opposer, et pourtant, l'entreprise Neopharm dont nous allons parler a décidé de regrouper ces deux éléments sur seulement quelques hectares. Pour en parler, j'ai donc reçu Alexia Rey, cofondatrice du projet. Neopharm, c'est d'abord une ferme pilote qui est située dans les Yvelines et qui comporte des surfaces en plein champ, d'autres sous serre, un verger maraîcher et de nombreuses zones de biodiversité. Ça ressemble à une micro-ferme classique à première vue, et pourtant, je n'avais jamais vu de modèle semblable avant de suivre les aventures de cette start-up née en 2018. En effet, l'ambition de Neopharm est de dupliquer ces micro-fermes de quelques hectares qui intègrent respect de l'environnement et nouvelles technologies pour assurer un modèle solide et attractif pour les futurs maraîchers. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Alexia, je suis très contente de pouvoir t'interviewer. Ça fait un petit bout de temps qu'on en discute, mais on attendait effectivement l'inauguration aussi de la première ferme pilote de Neopharm pour pouvoir parler concret. Déjà, félicitations pour cette inauguration. Vous l'avez faite cet été, c'est ça ? C'est ça. Ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé. C'était vraiment, on a eu un beau soleil en plus. Il y avait plein de monde, des partenaires depuis longtemps. Et c'était les équipes, les familles, des médias aussi. Donc non, c'était vraiment super. Une grosse réunion. Ouais. Il y a eu de belles suites à cette inauguration. Ouais, des retombées presse et tout, vous étiez contents ? Des retombées presse, des rencontres, des mises en relation. Donc beaucoup de choses, beaucoup de boulot depuis et c'est super. Ça va dans tous les sens et c'est super. Trop bien. Alors, pour qu'on comprenne peut-être un petit peu la genèse de Neopharm, faut dire que toi, tu as fait comme étude Sciences Po, puis tu t'es formé au maraîchage, et ton associé, du coup, Olivier, lui, il avait fait Polytechnique. Donc, on était parti à la base quand même sur quelque chose, un métier un peu plus urbain et cadre supérieur, on va dire ça comme ça. Comment déjà est-ce que vous vous êtes rencontrés, et puis pourquoi l'agriculture, du coup, comment c'est sorti ? Oui, c'est vrai que j'aime bien dire que j'ai un double diplôme Sciences Po et agriculture depuis c'est assez original, voilà, ouais. un peu plus récemment. L'étincelle qui a lancé l'aventure Neopharm, c'est une rencontre, en effet, donc une rencontre avec Olivier, mon cofondateur, et plus généralement plusieurs associés du startup studio Technofounders, qui a cofondé Neopharm à mes côtés, et qui est une structure qui lance des entreprises, de l'innovation
notamment dans le secteur de l'agriculture. Donc, ils ont quelques autres entreprises aussi dans le secteur. À l'origine, en effet, on n'a pas de formation agricole ou agronomique et pas non plus issue directement. Ça remonte à quelques générations chez moi, mais voilà, mes parents, grands-parents ne sont pas agriculteurs. Et je pense d'ailleurs que c'est cette dose de naïveté qui nous a fait nous lancer dans ce projet un peu fou, tous les deux au départ. Et en effet, donc on s'est formé, on s'est entouré évidemment dès le début de personnes beaucoup plus expertes que nous. On est allé sur le terrain et ce qui nous a rapprochés dans ce projet et ce qui nous a fait lancer Neopharm, c'est la conviction que l'agriculture est un secteur qui peut vraiment faire beaucoup de choses pour le changement climatique. Lui comme moi, Olivier a des enfants, moi pas encore, mais voilà, on a un âge, la trentaine, où comme beaucoup d'autres personnes de notre génération, il y a une prise de conscience en fait, une prise de conscience face au changement climatique, aux enjeux environnementaux, écologiques et l'envie d'agir, d'être acteur, de pas être spectateur de tout ça et impuissant. Donc c'est cette envie d'agir qui nous a fait lancer le projet, et un intérêt fort pour l'alimentation, pour le secteur de l'agriculture. Cette rencontre avec Olivier, elle a été donc dans une période précédente de nos vies, et notamment de la mienne, où j'ai eu plusieurs expériences en fait avant Neopharm qui m'ont conduite là, dans l'investissement responsable, dans le conseil pour l'économie sociale et solidaire, dans le financement aussi de start-up, dont plusieurs dans l'agriculture. Donc c'est tous ces projets, à force d'accompagner des projets, que j'ai eu aussi envie à mon tour de créer une entreprise qui a un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et voilà, et suite à tout ça, j'ai suivi des formations assez variées. Je suis allée aussi mettre les mains dans la terre, me former sur le terrain, sur des fermes, et passer un diplôme agricole. Un BPREA, du coup, c'est ça, passé. C'est ça, le BPREA. Et donc voilà. Tout ça s'est fait au même moment. Tout ça vous a conduit du coup ici à créer Neopharm. Donc du coup, effectivement, le principe de Neopharm, c'est de venir combiner agroécologie avec nouvelles technologies. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer quels sont les différents principes? Alors on n'est pas obligé d'être exhaustif et de rentrer dans toutes ces techniques, etc. Mais voilà, quelles sont vos valeurs d'agroécologie que vous appliquez sur la ferme, et aussi, du coup, quelle nouvelle technologie vous venez apporter à ça? Peut-être d'abord l'agroécologie. Oui, alors l'agroécologie est même un tout petit peu, pour dézoomer un peu et que ce soit plutôt visuel, surtout pour des auditeurs et auditrices. Nous, notre activité, l'activité de Neopharm, c'est de développer et de gérer des fermes technologiques complètes sur des petites surfaces. Donc, pour se rendre compte de ce qu'est une micro-ferme Neopharm, c'est une exploitation à taille humaine sur quelques hectares, avec des espaces sous serre, des espaces en plein champ, des zones de biodiversité et une partie effectivement de solutions technologiques avec plusieurs briques que je pourrais développer. Et donc, dans ces fermes, on associe les bénéfices d'un côté de l'agroécologie et de l'autre ceux de la technologie. Et l'agroécologie, alors c'est difficile parce qu'il n'y a pas de définition officielle ou scientifique ou validée par tout le monde, mais on peut dire, pour que ce soit assez simplifié, que c'est un modèle d'agriculture qui s'appuie sur les services rendus par les écosystèmes naturels. Donc c'est un modèle d'agriculture qui est très respectueux de l'environnement, de la biodiversité, de la vie du sol, qui est très productif aussi sur de petites surfaces. Et il y a différentes pratiques agronomiques derrière ça. Donc je ne sais pas à quel point je rentre dans le détail, mais des pratiques peut-être comme... les principales, les principales bases. Oui.
ça. Il y a donc toutes les pratiques qui consistent à ne pas travailler le sol et à faire en sorte qu'il s'enrichisse, qu'il s'agrade au fil des saisons, des cultures. Donc voilà, pas de travail en profondeur, pas de gros outils. Pas de labour, du coup. Pas de labour, pas d'outils qui vont retourner les horizons du sol et mettre ceux qui devraient être en dessous, au-dessus, au contact de l'oxygène et vice-versa, avec tous les micro-organismes du coup qui pourront pas bien se développer parce qu'ils ne sont plus dans le bon horizon. Le fait de couvrir le sol aussi de matière organique, d'apporter des couverts végétaux, des paillages pour que le sol soit jamais à nu, ne s'érode pas, viennent s'enrichir encore une fois et puiser des nutriments dans la matière organique qu'on va apporter. Donc ça c'est tout ce qui est autour du sol. D'autres principes aussi, puisque je parle du sol, le fait donc d'avoir beaucoup de zones de biodiversité, notamment des haies ou des vergers entre les jardins de culture en extérieur, avec des arbres qui vont apporter aussi des choses aux cultures. Par exemple, les racines vont empêcher que le sol, encore une fois, s'érode trop, mieux le structurer ou apporter de l'ombre aux cultures, être aussi l'accueil, on dit beaucoup, offrir le gîte et le couvert pour tous les auxiliaires de culture. Les auxiliaires de culture, ce sont toutes les insectes, les animaux qui vont offrir des services, là encore. Les vers de terre, les fameux vers de terre. Voilà, les fameux vers de terre pour la structuration, la vie du sol. D'autres insectes qui vont manger d'autres insectes, comme les coccinelles qui vont manger les pucerons, les larves de coccinelles plus exactement, qui vont manger les pucerons. Des insectes pollinisateurs aussi, les abeilles, les bourdons. Donc voilà, toute cette vie-là va avoir pour objectif d'éviter l'utilisation d'intrants chimiques, d'herbicides, de pesticides. D'intrants externes en fait, exactement, de manière globale. On se repose au maximum sur un cycle fermé de la ferme. Donc on apporte tout ce qu'il faut pour héberger ces auxiliaires, des bandes fleuries par exemple, qui encore une fois vont couvrir le sol à certains endroits. Donc c'est très vertueux et chaque élément a même plusieurs fonctions. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a aussi une grosse logique d'optimisation aussi du temps et de l'espace. Comme je disais, c'est un modèle qui est très productif, donc sur un petit espace et dans le temps. Donc on va beaucoup associer les cultures entre elles pour gagner de la place sur les planches de culture, pour gagner du temps aussi, optimiser le temps, en mettant par exemple plusieurs cultures qui vont avoir des stades de développement différents. Quand il sera temps d'en récolter une des deux, la deuxième elle aura plus de place pour se développer, parce que ça demande une planification aussi. C'est les tableaux Excel aussi que vous faites. Alors justement, on a développé des outils pour plus être sur du tableau Excel, mais il y a beaucoup de complexité en fait dans des modèles comme ça, et je pourrais y revenir. La nature est complexe. Voilà, la nature est très complexe. Les associations de culture et les rotations de culture permettent aussi justement de bien d'avoir une bonne résilience agronomique. Par exemple, quand on va avoir un ravageur ou une maladie qui va attaquer une culture, s'il y a de la diversité, il y a moins de pourcentage de la production qui va être touchée. Pareil, s'il y a des associations sur un même espace, ça va faire des murs en fait, ça va freiner les propagations de maladies, de ravageurs, donc c'est assez important. Et peut-être pour finir sur celle-là, parce qu'elle est assez importante, les rotations de culture, c'est quelque chose qui est très connu et que les maraîchers, même en plus grande culture, appliquent beaucoup. C'est le fait de pas enchaîner toujours la même culture, d'être sur de la monoculture qui va abîmer la vie du sol, toujours puiser les mêmes nutriments. Donc on va mettre une culture après une autre qui consommera pas la même chose, qui aura pas les mêmes exigences, et faire tourner. Ça laisse aussi le temps aux maladies et aux ravageurs de s'éteindre, de s'auto-éteindre, voilà, et de pas rester sur la parcelle. Donc, j'espère que je suis pas rentrée trop dans le détail, mais voilà. Si on veut résumer un peu, c'est diversité. En fait, plus tu as d'éléments, plus ça va interagir et plus ça va s'auto-gérer, quoi. Voilà, diversité, comme dans une forêt. Cycle fermé. Et minimum d'intervention humaine, en tout cas utiliser ce que la nature fait bien et éviter de trop le bouleverser. Ça marche. Et donc pour essayer d'atteindre ça, vous appuyez aussi effectivement sur des technologies qui sont moins naturelles, mais qui vont aider justement cette nature. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme tech sur vos fermes ?
J'ai commencé un petit peu à le mentionner quand on s'est rendu compte de la complexité en fait d'un tel modèle finalement. Donc c'est vrai qu'un modèle comme ça, il est complexe parce que justement il est diversifié. Il est aussi très pénible en fait et très demandeur, exigeant en temps de travail humain parce que on n'utilise pas de grosses machines, on passe beaucoup de temps sur les cultures, on n'utilise pas d'intrants, donc c'est du temps humain en fait qui est passé pour compenser tout ça. Et donc, ça repose beaucoup sur le travail de quelques personnes. C'est pour ça aussi que les modèles d'agroécologie, généralement, sont sur des petites surfaces, des micro-fermes. Et donc, voilà, ça repose beaucoup sur l'investissement d'une ou de plusieurs personnes, des parcours de vie, généralement, voire de famille. Mais c'est un peu une profession de foi d'être maraîcher sur une petite surface. Ça coûte cher, quoi, parce que le temps, le temps salarié, le temps de travail, c'est aussi un gros investissement sur les fermes. C'est pour ça que ça a un peu disparu aussi au fur et à mesure de l'agriculture. Soit ça coûte cher, soit c'est du temps qui est des personnes qui vont y passer 80 heures par semaine, ne pas compter leur temps et pas être rémunérées à hauteur du temps qui est passé. Donc voilà, c'est un gros problème. Et justement, la technologie, c'est là qu'elle entre en jeu. Et nous, c'est notre conviction d'utiliser la technologie pour permettre à ce modèle agricole qui est très vertueux d'être plus efficace, moins pénible pour ceux qui travaillent et celles et ceux qui travaillent et de pouvoir faire passer ce modèle-là à l'échelle, en fait, de pouvoir faire essaimer un modèle de micro-ferme qui repose sur ces pratiques agroécologiques. Et donc la technologie, il y a plusieurs briques dans notre modèle. Donc je parlais de la brique logicielle avec tout un logiciel de gestion de l'activité pour gérer toute cette complexité, aider beaucoup à prendre des décisions, à pouvoir avoir toute une base de données agronomique qui va lister toutes les espèces, toutes les variétés, toutes les associations, rotations de cultures, permettre de planifier, de suivre les cultures dans le temps, d'anticiper aussi les rendements, les productions, pour pouvoir bien gérer la relation avec les distributeurs, parce que c'est un gros sujet aussi de pouvoir anticiper, donner de la vision et de la visibilité quand on est dans une relation commerciale. Donc voilà, toute cette brique logicielle, toute une partie aussi d'automatisation, de robotique, avec des outils développés pour gagner du temps sur les tâches, pour être collaboratif avec les maraîchers, les maraîchères qui travaillent sur les fermes. Et donc ça consiste en un portique robotisé qui s'équipe de différents outils. On a développé une dizaine d'outils jusqu'ici pour réaliser une bonne partie des tâches maraîchères, comme différentes actions de préparation du sol, décompacter, motoculter plus en surface, ratisser, aplanir, préparer une planche de culture, des actions d'implantation des cultures, semer des graines ou planter des mottes de plants qui sont déjà un petit peu développés, désherber, c'est le nerf de la guerre, donc plusieurs outils de désherbage. Quand on a fait du woofing, on sait que désherber, c'est une sacrée tâche. Désherber, repiquer les plants, ça aussi c'est compliqué. La récolte, voilà. Donc il y a des outils qui sont complètement autonomes et qui justement reçoivent des commandes de l'application pour réaliser leur action en fonction de la culture qui est dans le sol, du moment où on se trouve dans le stade de développement d'une culture, et d'autres outils qui sont collaboratifs parce que l'enjeu c'est pas d'enlever tout le temps humain, mais c'est de le réduire et surtout d'enlever les actions pénibles. Donc les outils collaboratifs, par exemple, ils permettent de se tenir debout aux côtés de l'outil plutôt qu'être à genoux sur la planche avec une grosse caisse pour repiquer des plants ou récolter. Et donc voilà. C'est valorisant aussi, je trouve, pour justement ces maraîchers-là qui vont du coup déléguer une partie de ces tâches un peu répétitives, pénibles, et pour le corps, et pour qui ne demandent pas plus un cerveau énorme une fois qu'on l'a fait 100 fois, et du coup aussi de valoriser vraiment son travail, parce que là l'humain va venir apporter une vraie valeur ajoutée, va se concentrer sur des tâches où il y a besoin effectivement de réfléchir, où c'est pas de la chaîne, quoi. Donc je pense que c'est aussi hyper sympa pour les maraîchers qui bossent avec vous d'être que sur des tâches intéressantes, en fait. Tu veux pas venir pitcher Neofarm chez nous? Non, mais c'est tout à fait ça. Et oui, tu fais bien de mettre l'accent là-dessus. Gagner du temps sur certaines tâches, c'est pas remplacer l'humain, c'est recentrer le travail
des femmes et des hommes qui travaillent dans les fermes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, là où il y a vraiment besoin d'intelligence, de suivre les cultures, de les analyser, de savoir repérer une maladie, un ravageur. On pourrait avoir de l'intelligence artificielle là-dessus, mais il faudrait des années de travail pour être aussi efficace que l'humain. Donc réduire du temps sur des tâches réduire du temps sur des tâches longues, répétitives, pénibles, pour le mettre soit sur des tâches d'intelligence comme ça, soit sur des actions qui nécessitent qui sont plus complexes, qui nécessitent plus d'agilité, comme le fait de tailler ou même de récolter une tomate, par exemple. Être capable de voir qu'une tomate est prête à être récoltée, tendre la main, le faire, ça, des robots peuvent le faire. Des robots peuvent avoir un intérêt dans des modèles très à grande échelle, quoi. Oui, très à grande échelle et spécialisé sur un certain type de culture. Quand on est dans un modèle diversifié, il n'y a pas d'intérêt à avoir un robot aussi spécialisé sur une culture. Donc l'intérêt de la technologie, il est là. Et en plus de ça, les tâches qui ne sont pas robotisées ou difficilement robotisables sont plus gratifiantes pour l'humain. En fait, quand j'ai préparé l'interview et que j'ai regardé un petit peu comment tout ça, en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand moi j'ai découvert l'agriculture, ça a été beaucoup via justement l'agroécologie, la permaculture, etc. Je l'ai vraiment vu sous un angle de retour à des techniques ancestrales qui demandaient très peu de technologie, justement, qui reposaient beaucoup sur le bon sens et sur très peu d'intrants, comme tu disais, quels qu'ils soient. En fait, vous associez ce côté très à l'ancienne à vraiment des outils du futur, des robots qui marchent tout seuls et en fait, du coup, ça fait quelque chose d'assez unique parce que t'as l'impression d'être à la fois sur la ferme de tes grands-parents et à la fois sur le dernier bijou technologique avec un bras qui marche tout seul. En quoi ça, aujourd'hui, il y a des fermes qui utilisent des robots, il y a des fermes de permaculture ultra à l'ancienne, j'ai pas d'autre mot qui me vient. En quoi ça différencie aussi Neopharm de tous les autres modèles qui se développent aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont en train d'arriver. Comment ça vous différencie? Et alors peut-être pour te donner d'autres termes plutôt qu'à l'ancienne ou en complément, on pourrait dire des modèles peut-être plus manuels, moins mécanisés ou même low-tech. Voilà, ça peut être des termes justement pour pas être dans l'opposition. Tu le vois avec notre modèle, on associe deux choses qui paraissent assez opposées et de la même manière. Qu'on vous a dit, on vous a mis face à cette contradiction de vous situez où en fait, où ça pose des problèmes à personne? Non, je pense pas et on n'a pas ressenti d'hostilité ou d'attaque, quoi que ce soit, mais en tout cas de reproches. Non, en revanche, on sait qu'il y a des modèles qui s'installent justement, des fermes qui s'installent selon les modèles agroécologiques et qui sont pas forcément dans une approche d'intégration de la technologie et ça nous aussi on l'accepte. Donc je pense que en introduction, pour répondre à cette question, c'est important de se dire que il y a plusieurs modèles d'agriculture alternative qui vont, qui sont dans le sens opposé de l'agriculture conventionnelle et des dérives qu'on a pu constater et dont tout le monde est conscient qu'il faut bouger, qu'il faut sortir. Il y a des modèles technologiques, il y en a des qui ne le sont pas forcément. Il y a de la place largement pour tout le monde. Neopharm, on est dans un modèle où la mission qu'on se donne, c'est de faire essaimer ce modèle dans lequel on croit de ferme. Mais le terrain de jeu est énorme et on ne pourrait pas, nous, du jour au lendemain, installer des milliers de fermes sur le territoire. Ça prend du temps, chaque projet à installer. Donc, il y a complètement de la place pour tout le monde et heureusement parce que le défi est colossal. Et nous, peut-être, effectivement, il y a cette originalité ou approche
de combiner ces deux piliers, comme on dit. Nous, c'est vraiment nos piliers. Et on prend des décisions sur la technologie vraiment par rapport au cœur du modèle d'agriculture qui est l'agroécologie. Donc, par exemple, tout est réfléchi en fonction de ça, quoi. Exactement. Demain, même si on se rendait compte, par exemple, c'est un exemple, mais qu'un outil pourrait permettre de faire gagner énormément de temps et de rendre une culture à 99% automatisable, pour autant, on ne se mettrait pas juste à faire cette culture de carottes ou de radis, par exemple, parce que ça ne va pas dans le sens de la diversité, de la résilience du modèle. C'est pas tenable sur le long terme, mais si ça dégrade ça la va qualité dégrader, des sols, exactement. etc., C'est pas intégrable non plus dans une logique de local, d'installation sur un territoire pour être distribué en circuit court, parce qu'il faut de la diversité aussi. Donc voilà, il y a plein de raisons, de choses importantes qu'on prend en compte dans nos développements technologiques. Et une approche aussi, quelque chose d'innovant qu'on a dans notre modèle, c'est ce qu'on appelle, nous, le modèle opérateur. C'est-à-dire qu'on installe des fermes aux côtés de partenaires. On n'acquiert pas le foncier sur lequel nos fermes sont installées. On les installe aux côtés d'acteurs du territoire, comme des collectivités, des agriculteurs, qui veulent, pour les collectivités, soit avoir une production alimentaire pour leurs habitants dans leur ville, renforcer leur souveraineté alimentaire. Pour les agriculteurs, par exemple des céréaliers ou des éleveurs qui veulent se diversifier, installer des fermes pour avoir une activité plus large, un complément de revenus. Voilà, et sur le plus long terme aussi, installer des jeunes agriculteurs dans ce modèle-là, ce cadre néo-farm qui peut être rassurant d'avoir du support agronomique, du support technologique, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, tu l'as dit, tu as commencé à le dire, le vrai enjeu en fait, de l'agriculture, on n'a pas trop parlé des enjeux, mais il y a les enjeux qu'on connaît tous de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la moitié de nos fruits et légumes sont importés. La France, sur tous les aliments, est loin d'être autosuffisante. Donc voilà, un fort enjeu là-dessus. Les enjeux environnementaux, j'y reviendrai pas. L'agriculture, elle est à la fois, elle aggrave, elle contribue au réchauffement climatique. Elle émet 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, elle en est la victime avec des conditions de météo extrêmes. On l'a vu cette année, on a eu du gel et quelques semaines après, il y avait une canicule. C'était les températures, le gel, la pluie, le chaud. Voilà. Et le troisième gros enjeu sur lequel peut-être je peux m'attarder un petit peu plus, c'est vraiment l'attractivité. L'attractivité de l'agriculture pour les nouvelles générations d'agriculture. Sont des métiers qui sont cruciaux en France. C'est la manière dont on se nourrit, dont on nourrit le pays et même dans le monde entier. Mais rien que si on se concentre sur la France, il y a un gros sujet. Et on est en train de perdre des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont une moyenne d'âge qui est plus autour des 50-60 ans. Dans les 5 à 10 prochaines années, on va perdre la moitié des agriculteurs va partir à la retraite. Et il faut les remplacer. Et pour les remplacer, il faut être dans des modèles d'agriculture effectivement respectueux de l'environnement et qui vont dans le sens de la transition écologique et également qui permettent de rémunérer correctement, qui permettent de pas s'esquinter physiquement dans le métier. Et donc c'est un vrai enjeu et on pense aussi que la technologie et l'agroécologie permettent d'y répondre. Il y avait un autre sujet aussi que je voulais justement aborder. Moi, je suis Néopharm depuis plusieurs années maintenant. L'entreprise en tant que telle, elle a été créée en 2008. L'inauguration, elle a eu lieu cet été. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans et du coup, comment est-ce que vous avez, entre guillemets, survécu à autant de recherche et développement et
Quel a été votre quotidien pendant 3 ans, là, jusqu'à l'inauguration ? 3 ans et même presque 4, effectivement, Oui. parce que c'est début 2018 notre création. Alors là, on a beaucoup insisté aussi sur la partie technologique, les développements technologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi de gros enjeux sur la partie agronomique, la recherche agronomique, le développement, la documentation agronomique, parce que certes, l'agroécologie, c'est beaucoup de bon sens et comment revenir à des pratiques plus résilientes, peut-être plus anciennes, entre guillemets. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses à documenter. Je parlais d'association de culture, de rotation, de biodiversité, d'auxiliaires de culture, de manière dont on nourrit le sol. Tout ça, c'est quelque part très technique et scientifique. Donc, il y a eu beaucoup de recherches aussi là-dessus. Voilà pour cette petite précision. Et après, donc ces 3-4 dernières années, au-delà des développements technologiques, de la R&D agro et tech, on a un modèle économique qui est très large en fait, parce qu'on est producteur agricole, on produit, on distribue nos légumes, on a vraiment un modèle de ferme complètement intégré. Donc dès le début, on s'est mis dans cette optique-là. On a produit nos légumes, on les a distribués à tous nos partenaires de distribution. On a développé, on a documenté autour justement de cette activité. Donc ça aussi, ça a aidé à pas être pendant toute cette période dans un modèle R&D en chambre entre guillemets ou en laboratoire. On a été très vite sur le terrain. On a construit notre site d'expérimentation avant le lancement, l'inauguration de cette ferme pilote. On avait un site d'expérimentation sous serre donc on a bien avancé là-dessus. Ça vous a permis le jour de l'inauguration du coup de montrer quelque chose qui fonctionne et pas quelque chose où il manque 2-3 briques. Oui, exactement. Voilà. On a pu valider beaucoup de choses avant d'arriver à cette ferme pilote qui repose sur des fondamentaux solides, côté tech et côté agro, et qui est vraiment le modèle de ferme en fait qui est prêt à être répliqué, à être installé plus largement. Et après, pour répondre peut-être plus techniquement, c'est vrai que, et c'est un gros sujet dans le secteur, enfin dans l'agtech, dans l'agritech par rapport à d'autres secteurs innovants ou d'autres startups, c'est qu'on a des temps de développement qui sont très longs, qui prennent en compte en fait le rythme des saisons tout simplement. Donc on le dit souvent, un test, c'est une saison et si on se rate, il faut attendre la prochaine. Donc ça rallonge beaucoup. Et donc vous n'êtes pas ennuyé pendant 3 ans? Non, voilà. On ne s'est pas ennuyé. Le fait d'être adossé au Startup Studio TechnoFounders, c'est ça qui nous a donné aussi la possibilité de faire tous ces tests, d'avoir un modèle qui est très complet. Et donc et voilà un peu de comment montrer quelque ça chose s'est passé. d'abouti cet été, quoi. Exactement. Parce que maintenant que vous avez fait l'inauguration, là j'ai l'impression que ça cartonne. Donc il y a même Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, qui a choisi votre ferme pour lancer son plan d'investissement pour l'agriculture. Donc voilà, on voit effectivement là, ça y est, la machine est partie et vous êtes sur une belle rampe de lancement. Quels sont un peu les prochains j'imagine que là, c'était déjà une grosse première étape d'ouvrir ce premier lieu, de montrer tout ça après 3 ans, 4 ans. Là, maintenant que c'est fait, du coup, quels sont un peu vos prochains projets et enjeux? On comprend bien que Neofarm, l'ambition, elle n'est pas que de faire une ferme. Donc, quelles sont là vos prochaines étapes pour la suite? Encore et toujours de la R&D déjà sur ce site parce que, je pense que ça va jamais s'arrêter. Il y en a pour des années et des années de recherche, de documentation, de partenariat aussi avec des organismes, des instituts sur la partie agronomique. Des développements, de l'amélioration toujours des outils. Je parlais d'une dizaine, il y en a beaucoup plus à développer et on
on a encore du pain sur la planche. Et effectivement, de construire en fait les prochaines fermes, d'installer les prochaines fermes. Donc on a notre première cette année, l'année prochaine il y en aura des nouvelles, l'année d'après encore plus. Donc on commence à faire essaimer ce modèle-là. Et comme je le disais, avec des partenaires, avec des collectivités, il y a des fermes qu'on est en train d'installer avec des villes, des communes. On discute aussi avec des départements, régions. Des fermes qu'on installe avec des agriculteurs, donc certains agriculteurs qui sont en bio, d'autres en conventionnel. Il y a différents projets et c'est ça les grosses prochaines étapes de Néopharm. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour cet échange, Alexia, et on souhaite une longue vie et un bon essaimage à Néopharm. Merci beaucoup Marion. Donc on va passer aux 3 petites questions de la fin de cette interview. La première, de quelle entreprise est-ce que tu aurais aimé fonder ? Je pense que j'aurais bien aimé fonder, alors c'est pas vraiment une entreprise, ça s'appelle Time for the Planet, qui a été lancé par Colline Debelle, qui est un mouvement citoyen en fait pour lancer des innovations face au changement climatique. Donc voilà, c'est un peu récent. Et une autre entreprise qui est plus ancrée, qui est Patagonia. Voilà, c'est marrant, on en a déjà parlé avec Jérôme Leroy, du coup, fondateur de Winnet, qui pareil est ultra admirateur de cette marque. La marque et puis l'entrepreneur et le chef d'entreprise qui a vraiment bien su adapter une marque qui vend des produits, mais avec une dimension éthique, responsable, de durabilité des produits. Voilà ma réponse. Très bien. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse au quotidien ? De me sentir à ma place. Dans mon quotidien, dans mon travail, entourée de mon équipe et donc plus généralement dans ma vie. Ok, donc tous les matins, tu te dis trop bien, c'est une nouvelle journée qui commence et je suis là et c'est cool quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, je pense, à n'importe qui, donc je suis contente pour toi. Dernière question, quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri ? J'aimerais bien entendre Audrey Bourrelot, qui est la cofondatrice de l'école d'agriculture Hectare, dont on a un peu beaucoup entendu parler. Qui est en train d'ouvrir. Quoi. Depuis la rentrée, effectivement, qui a déjà eu quelques promos d'agriculteurs entrepreneurs formés. Donc, ouais, c'est un nouveau modèle, effectivement, dont j'aimerais bien parler et je suis dessus. Super. Merci, Alexia. Merci. C'est déjà la fin de ce 12e épisode de Futur Agri. Maintenant, j'ai très envie d'aller dans les Yvelines voir ça de mes propres yeux. Merci à Alexia d'avoir pris le temps d'explorer de nombreux enjeux du monde agricole ensemble. Et bravo à elle et à toute l'équipe de Néopharm parce qu'il faut du courage pour inventer de nouveaux modèles agricoles et Néopharm porte cette belle ambition. Celle de rendre le métier d'agriculteur accessible et attractif pour les nouvelles générations et assurer la relève pour nous nourrir demain. C'est un sujet qui revient dans beaucoup d'épisodes. On voit bien du coup à quel point il est au cœur de l'innovation agricole. Un grand merci à vous pour votre écoute et à la ferme digitale sans qui ce podcast n'aurait pas existé. À Paul aussi pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la ferme digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.